Merci à nos confrères d'Info Libre TV pour cet élément. Valer Bessala, j'aurais voulu vous accueillir avec quelque chose de beaucoup plus heureux, mais là vous avez votre collègue du commandement qui a trouvé la mort dans des conditions aussi atroces. Bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Jean-Jacques Zé, bonjour à vos millions de téléspectateurs et surtout aussi de téléauditeurs. Bonjour à mes copanélistes que je suis ravi de retrouver aujourd'hui. Ravi d'être répondre par l'affirmative chaque fois que vous me faites le plaisir de m'inviter. Je crois que le sujet que vous me confiez est un sujet qui me peine énormément parce que c'est un administrateur civil principal qui, M. Nariki, et qui plus est mon promotionnaire. Mon promotionnaire parce que nous sommes entrés à l'École nationale d'administration le même jour, donc par le même concours. On a fait la même formation militaire. Et il a été mon camarade en administration générale. Et on est passé au même grade d'administrateur civil principal la même année, je crois l'année dernière, par arrêté. Donc je crois que c'est un monsieur que je connais bien, que j'ai côtoyé, une très belle âme, monsieur Nariki. Comme le reporter le disait, il était originaire de l'Est. Et nous sommes dans le même acte de nomination, sorti de l'école. Le 14 janvier 2014, on est tous envoyés dans la région de l'extrême nord. Dans la région de l'extrême nord, le 14 janvier. Et moi, je suis nommé comme préfet adjoint de la ville centrale de Marois. Et lui, il est préfet adjoint de la ville de Kaélé. Donc, dans le Mayo-Kani, il y avait d'autres dans le Dana et ainsi de suite. Nos carrières ont connu des fortunes diverses. J'ai dû les laisser là-bas en 2016. Et lui, il est allé ensuite à Ouaza. Où sa carrière a eu une fortune un peu particulière. Il est revenu à Yaoundé. Et puis, il a rebondi à Galim Tignière. Donc, sa famille, je la connais très bien. Son épouse, d'ailleurs, qui justement l'a soutenu pendant tout ce temps, malgré les déboires de sa carrière, ainsi de suite. Et cette maison aussi, je la connais parce qu'on s'est vu, je crois, il y a 6 mois, l'année dernière. J'étais de passage et il m'a fait le plaisir de m'inviter en arrêt, là-bas. Et pour dire au finish que je les connais, ces enfants sont pratiquement nés. Pas pratiquement, la plupart de ces enfants sont nés sous mes yeux. D'abord dans la région de l'extrême nord et ensuite aussi dans les autres localités. Donc je voudrais dire que c'est un monsieur qui s'en va comme ça aussi avec une peine dans le cœur parce qu'il venait à peine d'enterrer sa pauvre mère. Ça faisait un peu moins d'1 an. Donc c'est un homme qui était déjà accompli dans le métier du terrain. Mais pour ce que j'ai vu, je suis très peiné, certes, mais très étonné. Un monsieur, un officier de réserve, parce qu'il est un officier de réserve, il a 2 formations militaires, parce que lui, il avait d'abord fait le concours de l'ENAM en cycle B, il allait sur le terrain, et il est revenu faire le concours cycle A. C'est là où lui et moi, on entre dans la promotion du cinquantenaire. Et on est à la promotion administration républicaine, pour nous qui sommes des administrateurs civils. Un administrateur civil, et notamment un officier de réserve de sa trempe, ne meurt pas d'un feu de case. Il ne meurt pas d'un feu de case. Tout soldat le sait. On ne meurt pas d'un feu de case, sauf si les conditions sont rendues telles que soit vous êtes contraint à mourir du feu de case, ou alors tout simplement l'environnement dans lequel vous êtes coincé par le feu de case vous oblige à en périr. Il y a aussi une autre règle en matière de formation des officiers de réserve. Lorsque vous intégrez une maison, qu'elle soit la vôtre, d'ailleurs si elle est la vôtre, vous devez déjà identifier les points faibles en cas de danger. Si elle n'est pas la vôtre, c'est-à-dire une maison locative, vous devez absolument toujours vous assurer des exutoires, c'est-à-dire des moyens par lesquels vous pouvez sortir en cas soit d'agression, soit de feu de case. Dans tous nos résidences, c'est un réflexe. Et vous avez vu, parfois, quand on intègre des résidences,
s'il n'y a pas d'issue, parce que les gens mettent déjà, on met comment vous appelez ça, des antivols partout, ainsi de suite, nous créons dans nos propres maisons, quand on arrive, des issues d'urgence et de secours. C'est-à-dire qu'on peut être attaqué par des bandits, on peut, le feu, ainsi de suite. Nous créons ces issues. Et la maison que moi je connais, que j'avais visitée, est une maison banale comme toutes les autres. De hauteur, je crois, c'est à peine 2 mètres et demi. Et le plafond est un plafond ouvert. Ça veut dire que quand vous allez dans une maison pareille, vous n'avez même pas besoin de vous poser des questions. Quand il y a feu de gaz, la première réaction, s'il y a des antivols partout, c'est par là que vous sortez. Et la maison que j'avais aussi vue avait des fragilités, c'est-à-dire des portes en bois. Des portes en bois. Et donc, c'était la première logique par laquelle vous sortez. Et quand j'avais vu, parce que si on dit que c'est parti de la cuisine n'a rien à voir avec les chambres parce que la cuisine est totalement opposée. Ça veut dire que si le feu était parti de la cuisine, on avait eu tout le temps dans sa chambre de sentir soit l'odeur, soit la fumée qui allait et s'échapper. Donc, ils avaient tout le temps de pouvoir sortir de la maison. Et c'est une maison extrêmement aérée. Vous voyez? Donc, je sors ces prémices d'éléments pour vous faire comprendre que je vois une main criminelle derrière cette affaire. Je vois une main criminelle et pour dire que non seulement par la personne, sa formation, son parcours, mais aussi par les circonstances. Vous voyez, si la population a pu identifier une fenêtre, on dit d'une douche, les toilettes, oui, pour faire sortir, ça veut dire que le propriétaire de la maison, lui, n'était pas au courant de cette fenêtre-là qui pouvait être une fragilité pour faire sortir. Vous comprenez? Donc, de deux choses l'une, il a été coincé par les flammes et on s'est arrangé à ce qu'il soit vraiment entouré de flammes et on l'a bloqué de l'intérieur. Ça, c'est possible. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation d'un acte criminel prémédité. Maintenant, les origines, je crois que les services d'intelligence se chargeront de le faire pour le regretter et de donner un réconfort à ce petit enfant que je connais bien et aussi à la nièce de son épouse, que nous proposons de suivre dans la promotion parce que nous sommes déjà au 5e, hein, il sera le 5e dans ma propre promotion administration générale parce que ce sera mon 5e promotionnaire. Donc en 10 ans, nous en avons perdu 5. Je pense que c'en est de trop et ça, c'est le crime le plus odieux de tous. Parce que les autres, au moins, étaient morts de maladie. Mais lui, ce cas est particulier. Professeur Mathias Sirikonanini, vous partagez l'analyse sur les faits. On a des images et autres qui peuvent amener à ce qu'on fasse l'analyse que propose Valère Bessala. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Zé, bonjour aux téléspectateurs. Tout d'abord, toutes nos condoléances à la famille éprouvée et à la communauté d'appartenance des personnes qui sont mortes au cours de cet incendie. L'enquête permettra de déterminer exactement ce qui s'est passé. Pour l'instant, il demeure des zones d'ombre. A priori, c'est un accident normal, mais il se peut toujours qu'il y ait une main criminelle. Attendons de voir ce qui pourrait en résulter. D'accord, merci beaucoup, professeur. Un mot là-dessus, Saint-Éloi Bidou? Je ne sais pas, je ne voudrais pas paraître essentiellement superstitieux, surtout en s'éveil des gouvernements, où on parle de plus en plus d'un potentiel gouvernement. Mais le constat est quand même clair que chaque fois qu'on se retrouve à la veille d'un gouvernement, il se passe des faits divers hautement odieux. C'est ce qu'on a appelé à l'époque les crimes rituels. Et si vous regardez bien, en moins d'un mois, on a des morts hautement tragiques. Bon, je ne voudrais pas insister, mais il faudrait quand même regarder de ce côté-là. Parce que vous vous souvenez de la mort du ministre Dodo Ndoké. On était... Du même département que le sous-préfet décédé. Ils sont tous de l'Acadie. Voilà. Je connais bien la ville de Kété. J'étais en mission là-bas. Donc, il y a le cas de Ndoké. C'était à la veille des échéances que nous attendons. Il y a Madame Marie-Lou Mbala, qui a été sauvagement du côté assassinée.
récemment du côté de Van, il y a des crimes. Vous avez du mal à sentir que c'est encore des hommes. Parce que ce qui s'est passé à Bafia défie toute logique. Ça signifie que le diable a pris le contrôle de la terre. Et comme le diable est en train de choisir ces hommes avec qui il va gérer le Cameroun, et les gens sont en train de payer le prix qu'ils font en ces circonstances-là. On attendra les résultats de l'enquête. Il s'agit bien de Galim Tignière dans la Damawa, à ne pas confondre avec Galim dans la région de l'Ouest. C'est bien Galim Tignière, pour qu'on soit beaucoup plus précis là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui se disent, José-Marie Lundu, autour de cette, je ne sais pas comment baptiser finalement, cette mort tragique du sous-préfet de Galim Tignière. Dans la journée, il y a eu des échauffourées à Tignière, justement, autour de l'exploitation de l'or. Il a reçu des menaces de mort, le sous-préfet ainsi que le commandant de brigade de ce côté. Il avait plus d'une raison à vouloir quitter Tignière pour aller passer au moins le week-end loin de cette localité qui brûle depuis un certain temps sur les questions de l'or là-bas. Est-ce qu'il faut faire un lien entre ces questions qui ont vu même la gendarmerie de Ngaoundéré faire une descente là-bas à Tignière? Est-ce qu'il faut faire un lien avec cet incendie, à l'analyse justement de Valère Bessala, pour un homme formé militairement? Est-ce que c'est possible d'imaginer qu'il se laisse ainsi brûler dans cette maison-là? Ben, comme la plupart des Camerounais pétris d'humanité, on ne peut que regretter et présenter nos condoléances à la famille, y compris à Valère Bessala, qui est à la promotion, qui est particulièrement impliqué de manière émotionnelle. Et je pense également que nous sommes dans une période très difficile pour le Cameroun. Ces temps derniers, avec depuis les élections, l'élection présidentielle, nous avons perdu beaucoup de compatriotes. Beaucoup de compatriotes. Et je ne sais pas si ça va s'arrêter parce qu'il y a encore des élections. Il y a des élections en cours qui se préparent. Et on a l'impression que cette fois-ci, les Camerounais sont vraiment décidés à en découdre. Soit entre eux, soit contre le système gouvernant. Et il ne faut pas oublier que c'est un sous-préfet. Donc c'est un homme du système gouvernant. Et c'est des gens qui sont très exposés. Vous savez, j'ai vu des choses dans ce pays. Il y a quelqu'un qui était un conservateur, un camarade d'ailleurs. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a trouvé un matin sa fille découpée devant sa porte, dans un sac. Il y a des gens qui sont suffisamment outillés, rancuniers, et capables de porter des coups très durs lorsqu'ils se sentent lésés dans leurs intérêts. Il y a des mafias, parce que le milieu de l'or est un milieu de la mafia. Moi, j'ai travaillé dans l'or j'étais consultant au CAPAM à l'époque. C'est un milieu qui est infesté de tout genre de voyous. C'est un milieu où les gens sont sans foi ni loi. Surtout que ça se développe dans l'informel. C'est des milieux où les gens ont des armes à feu, c'est des milieux où les gens n'ont plus d'humanité, n'ont plus de cœur. Donc il est fort probable que une chose comme ça soit arrivée, c'est-à-dire que le sous-préfet, pour des raisons que nous ne connaissons pas, peut-être a été suivi par des gens qui ont décidé effectivement de lui ôter la vie de manière cruelle et même d'effacer à la limite même sa famille. Donc c'est regrettable, mais c'est notre pays. Notre pays est en train de prendre un virage. Il faut absolument que nous nous entendions là-dessus. Il faut retravailler pour que la paix rentre au Cameroun. Ce n'est pas la Bible, mais j'ai fait une proposition sur une semaine de la paix au Cameroun. C'est un document parce que
lorsque j'ai écouté le discours du président, il a parlé du dialogue intercommunautaire. Il y a un besoin d'apaisement. Il y a un besoin de réconciliation au Cameroun. Alors qu'on le veut ou non, vous voyez les questions, par exemple, que pose Abel Limbi. Ça rentre dans ça. Oui. Donc ce n'est plus seulement une question de Limbi. C'est une question nationale. Et qui peut déboucher sur des violences, sur des haines, Donc on ne peut plus continuer à faire comme s'il n'y avait pas de problème. Donc la mort ou la disparition d'êtres chers, comme le sous-préfet, ne doit pas rester, on ne doit pas regarder ça comme des épiphénomènes. Il faut analyser ça dans un cadre global où la paix est sérieusement menacée dans notre pays. D'accord. Et je pense que, quand je l'ai dit, nous allons continuer à proposer que l'on prenne au sérieux les analyses. C'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un comme Limbi, ou comme Mathia, enfin, tous ces gens qui parlent, qui passent le temps à réfléchir, à observer le Cameroun, et à apporter des idées. Mais je vous ai dit, nous avons un gouvernement sourd-muet. On est dans la routine. On tourne. Les nouvelles idées, on vous dit attention, il y a tel problème, attention, tel a fait ci, attention, il y a l'or qui fait ça. On n'entend rien du tout. On ne voit pas des réformes solides, on ne voit pas une véritable main de fer qui va pour tenir les problèmes et les terrasser. Je pense que là, c'est vraiment, le sous-préfet s'en va avec pratiquement toute la famille. C'est une tragédie. En ce début d'année, je pense que je ne sais pas si nous avons rencontré autre chose comme ça. Bon, vous prenez le cas d'une dame, qu'on m'a dit découpée à la tronçonneuse, ou à la tronçonneuse, ou à la scie, je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'il peut faire que, bon, supposons qu'on veuille la tuer absolument, mais pourquoi on doit la découper? Est-ce que pour tuer quelqu'un, on doit le découper? Quel est le message? Qui est visiblement sans défense d'ailleurs. Quel est le message derrière un acte aussi qui défie la barbarie? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ce n'est plus seulement une question d'enquête de police. Ça devient un problème de société. C'est-à-dire qu'on assassine une dame, on mutile, on découpe. C'est une sauvagerie inacceptable. D'accord. Bafia, c'est pareil. Donc nous sommes là dans un cycle qui appelle absolument à une réflexion nationale. On va dire merci à ce frère qui nous envoie une capture d'écran, la conversation qu'il a eue avec le sous-préfet de Galim Tignière avant ce qui s'est passé. C'est avant-hier, lorsqu'il relayait la une du journal L'Œil du Sahel. L'Œil du Sahel parlait justement de ces affrontements entre gendarmes et population, avec à la clé 3 blessés de ce côté sur les questions d'or et les tensions qui règnent. Et le sous-préfet lui disait dans cette capture, vous pouvez lire, mon petit vrai, je dois déjà partir d'ici. Il se sentait sérieusement menacé dans cette localité, notamment avec cette montée de tensions autour de l'exploitation de l'or. Oui, c'est-à-dire que, vous voyez, voici un plateau où tout le monde rend compte d'une espèce d'impuissance dans laquelle est en train de sombrer l'État. Les mafias de toutes sortes sont en train de prendre le dessus sur la puissance publique qui est censée garantir l'ordre public, la sécurité, etc. À cause des défaillances récurrentes. Et ces défaillances-là débouchent sur l'augmentation de l'immoralité. Et vous avez en même temps dans notre société des discours de plus en plus récurrents qui relèguent la moralité dans le champ politique derrière. On vous dit que la politique, c'est pas la morale. La morale n'a rien à voir. En politique, tous les coups sont permis. Vous voyez, quand vous avez une société où les gens peuvent se permettre de faire l'apologie de la violence,
On prend un criminel qui a tué les gens dans le Mungo. On dit qu'il est un héros. On prend des gens qui découpent. On tue Martinez Zoro. On n'arrive pas à comprendre. Ça met des mois, voire déjà des années. 3 ans. Parce que les connexions qui sont liées au milieu criminel deviennent de plus en plus fortes et atteignent la capacité d'empêcher l'État d'assurer la sécurité. Et en même temps, sur le champ politique, sur le champ économique, on laisse que la culture du tout pour moi, rien pour les autres, prenne le dessus. On galvaude tous les concepts fondateurs de ce pays. Le vivre ensemble, on le galvaude. Ça devient le vivre pour moi. Vous vivez pour moi. Vous voyez? Et on parle de ça tous les jours, oui. Et Loudou dit quelque chose de pertinent. La surdité des pouvoirs publics. Je parle dans ce plateau-ci depuis déjà au moins 3 dimanches de la commune de Douala Premier où les gens partent à la retraite, non pas de pension, vont tomber dans la paupérisation. Vous avez déjà vu comment devient un travailleur qui est allé à la retraite et qui n'a pas de pension. Vous avez vu comment il dépérit en moins de quelques mois. Ah oui. Et je parle de ça depuis personne. Le ministère du Travail ne se saisit pas de ça pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Le ministre en charge des collectivités territoriales ne se saisit pas de ça pour savoir qu'est-ce qui se passe. Le ministre des Finances, et je lui ai amené le message donc qui vient de Douala. Il s'appelle qui, Motazi? Motazi, on dit là-bas à Douala que les cotisations du personnel de la commune de Douala Premier ont été souvent, régulièrement d'ailleurs, versées au trésor. Vous entendez ça? Que les cotisations du personnel de la commune ont été versées au trésor. Et que c'est le trésor qui ne les a pas reversées à la CNPS. C'est ce qu'on dit que le maire l'a dit. Et je pose la question à mon ami, ancien député qui est parti s'enquérir de cette affaire. Est-ce qu'on est toujours à Galim-Tigné? On est toujours à Galim-Tigné. Restons à Galim-Tigné. Non, on est à Galim-Tigné, tu sais pourquoi? Oui. Parce que la tolérance de la dérogation aux règles. C'est ça, pour ça qu'on est à Galim-Tigné. On vous dit que le mal est en train de se faire ici. Les gens traînent les pieds pour réagir. Jusqu'à ce qu'ils se sédimentent, ils s'enracinent. On vous dit maintenant qu'on a versé l'argent au trésor. Donc, Motazé, c'est ton service qui fait en sorte que les gens de Douala Premier n'aient pas de pension. Si un désespéré pas mettre le feu dans les bâtiments de la commune. Ce que nous ne souhaitons pas. Ce que nous ne souhaitons pas. Parce que ça traduit le fait que les gens ont le sentiment que l'État ne leur assure plus la moindre protection. D'accord. Vous comprenez? Oui. Il faut absolument restaurer la puissance publique dans ses missions et ne pas laisser que les gens se sentent capables de tout faire. La question foncière est devenue une source d'insécurité terrible. Des gens ont des titres fonciers. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux devenir député. La sécurisation foncière. Tu te rends compte qu'un titre foncier est délivré il y a 40 ans. Quelqu'un sort, maintenant il fait annuler un titre foncier qui a été délivré 40 ans. Avec des morcellements subséquents. Puis dans tous ces morcellements, on ne touche pas aux autres, on touche à celui d'une veuve. Veuve d'un ancien ministre de l'État du Cameroun. On plonge cette veuve dans une insécurité extraordinaire. Parce que, premièrement, il n'y a pas de prescription sur les titres fonciers. Je peux, donc, moi, les titres fonciers que mon père a laissés, quelqu'un peut arriver en 2080
et obtenir l'annulation de cette D'accord. foncier. C'est donc cette rupture Vous voyez ces de confiance, insécurités. C'est-à-dire la cette mauvaise population qui se gouvernance sent est en train de sécurité. montrer D'accord. ses tentacules. Donnons rapidement la parole au professeur Edmond Bilois sur cette question du sous-préfet de Galim Etienne. Vous avez suivi le récit de notre confrère de tout à l'heure. Qu'est-ce que cela vous suscite? Je voudrais exprimer à l'endroit de la famille du sous-préfet les condoléances de mon parti, les condoléances du RDPC. Je crois qu'une situation comme celle-là devrait nous amener, nous les Camerounais, à réfléchir sur la meilleure manière de protéger ceux qui servent la République. Oui, parce que... Et ceux qui servent la République doivent également réfléchir comment mieux nous protéger aussi. Exactement. C'est une chaîne. Exactement. Quand vous êtes sous-préfet, vous êtes magistrat, vous êtes en danger permanent. Par conséquent, la République devrait penser à vous protéger. Surtout dans ces zones-là. Quelqu'un envoyait d'ailleurs le message là-dessus. Comment on fait pour ne pas protéger suffisamment les chefs de terre qui sont dans des zones conflictogènes? Tout à fait. Donc c'est ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Alors, S'il te plaît, je voulais, oui, un petit détail. Il y a donc la piste criminelle. Elle est très probable, d'après, parce que moi-même j'ai reçu un élément qui me vient d'un officier de la DST, qui rend compte d'une probabilité de piste criminelle, avec un enregistrement. Cependant, au-delà de la piste criminelle, le délitement est tel que les composants qu'on utilise pour construire même nos maisons sont des sources graves d'accidents. Les câbles électriques que vous voyez, on met là dans les mains. Moi, j'ai mon atelier qui a failli brûler tout seul. Du fait de la mauvaise qualité des câbles, qui ne résistent plus à l'environnement, à l'atmosphère. Et que les gaines se délitent d'elles-mêmes, et vous avez des courts-circuits qui se produisent par eux-mêmes. Deuxième chose, comment un incendie comme ça en Gaoundéré? Les pompiers n'étaient pas là. Il n'y a pas de caserne. Est-ce que la réaction peut en même temps nous proposer des images du reportage tout à l'heure? Ça permet qu'on se fasse une idée. Il n'y a pas de caserne de pompiers. La manière dont nos villes se densifient. L'incendie s'est déclenché autour de 2h50 minutes. Du matin. Oui, 2h50 minutes. Voilà. À 2h50 minutes, quelle que soit l'heure à laquelle l'incendie se déclenche. Aujourd'hui, regardez le niveau de désordre qu'il y a à Douala. Si un incendie se déclenche au boulevard Amadou Ahidjo à Douala, les pompiers ne peuvent pas arriver. D'accord. Je voudrais partager avec vous. On ne peut pas diffuser ces images qui viennent justement de ces affrontements. Et Abel et Libilo, il faut avoir du cœur pour regarder ces images. C'était dans la journée du côté des Tinières, les affrontements entre les forces de l'ordre et les trafiquants d'or. Voilà, c'est atroce. Non, moi je crois qu'il faut montrer ça là-bas. On peut pas pour que les gens voient le niveau de barbarie qui s'installe dans la société. Et en disant mine d'or à Galim-Tinière, exploitée par les Chinois, altercation entre les riverains et Chinois, suivie d'une intervention des hommes en tenue. Il y a d'abord eu cette altercation entre les populations et les exploitants qui sont des Chinois avant l'intervention des forces de l'ordre. Je vous assure, hein, les images ne sont pas du tout supportables. Une dernière intervention sur cette question-là, Valérie Bessala. Oui, je voudrais dire qu'en fait... En précisant que certaines sources nous disent que quand on regarde la maison, insister sur les images, que le sous-préfet et sa famille auraient d'abord été barricadés de l'extérieur. Très bien. Que pour empêcher qu'ils puissent sortir, Voilà, c'est ce qui s'est passé. Non, on y viendra. C'est pour ça que j'ai donné ces quelques éléments. Et je voudrais, en addition, dire que tel que nous avons quand même un élément, parce que le jeune enfant de 18 ans, je crois, elle est sauve et qu'il faudrait la protéger parce que c'est une mine d'or d'informations pour savoir exactement ce qui s'est passé. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire que M. Nari, Patrick Joël, était habitué au danger. Parce que nous tous, on a été habitués au danger. Quand on nous envoie en 2014, l'affaire Boko Haram commence à prendre de l'envergure. Nous n'avons fait que gérer cela. Nous n'avons fait que gérer cela avec tout ce qu'il y avait comme insécurité. Bon, moi, j'étais peut-être le préfet central, comme on nous appelle, quand vous êtes préfet adjoint du chef-lieu de région.
Moi, je n'ai jamais vécu avec ma famille, mais lui, quand même, il pouvait vivre avec sa famille dans le Mayokani. Mais lui, il était parti encore à Ouaza. Son premier poste de sous-préfet, c'était à Ouaza. Et là-bas, vous savez, Ouaza, par le parc, c'est les coupeurs de route, ainsi de suite. Beaucoup de trafic. Et il avait été mis déjà dans des situations de danger, parce que je me souviens, il avait été victime déjà d'une tentative de kidnapping qui avait avorté. Et avec des informations qu'il avait reçues, il avait eu à déjouer, mais c'était déjà un peu... Et pour dire que ce que M. Limbi Lobe disait tout à l'heure, et aussi M. Londo, est assez important. Parce que les autorités administratives s'ouvrent sur le terrain du déficit de protection de l'État. Voilà. On parle de Nariki, il y a un sous-préfet qui a été retrouvé aussi mort Bavant dans la région du Nord-Ouest, je peux me tromper. Ça fait à peine un mois. Batibo, merci beaucoup. Ça fait à peine un mois. Et on soupçonne aussi un acte criminel. Vous voyez, nous avons ce véritable problème. Mais le fond, parce que vous savez, j'ai des choses peut-être que je ne peux pas toujours dire, mais je vais peut-être en parler en ellipse. Beaucoup de ceux qui servent l'État le jour jouent contre l'État la nuit. Tout à fait. Il faut que les gens le sachent. Moi, quand j'étais à l'extrême nord, j'ai des dossiers qui m'ont valu mon poste, justement parce que je me suis érigé en barrière contre ça. Et j'en ai pris pour ma casquette. L'État est devenu lui-même un grand criminel. Et Nariki, dans son dossier de Ouaza, parce que quand on le relève de ses fonctions, c'était aussi pour un dossier similaire. Et le sous-préfet qui est venu le remplacer à Ouaza, vous avez connu cette actualité il y a environ 1 an et demi. Oui. Était aussi parti dans les circonstances similaires de cet arrondissement de Ouaza, parce qu'il William était tombé sur les mêmes réseaux entretenus par des hauts fonctionnaires de l'État. Le sous-préfet William William. Bien, Oui. vous le connaissez très bien. Et lui, je l'avais connu quand j'étais déjà inspecteur régional dans le Nord, et il était, je crois, sous-préfet quelque part à Touroua. Voilà, il était sous-préfet de Touroua, avant d'aller à Ouaza. À côté de Maroua. Très bien. Vous voyez, c'est ça le véritable souci aujourd'hui. Donc quand vous le voyez parti comme il est parti, il a subi déjà cela. Nos ennemis, parce que quand vous voyez la devise et les NAM, c'est au service de l'État et du citoyen. Et sur le terrain, les hommes de terrain qui sont les administrateurs civils, les autorités administratives du commandement territorial, c'est notre devise à nous, au service de l'État et du citoyen. Vous allez donc vous rendre compte que beaucoup utilisent leur position, comme autorité administrative, comme lui, sous-préfet, préfet, gouverneur, pour s'en mettre plein les poches et s'enrichir. Tout à fait. Et comme ils ont la possibilité d'avoir la main mise sur les carrières des plus jeunes, ils les obligent soit à faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire à devenir des grands bandits, des grands chemins habillés en étoffe d'autorité administrative, ou alors, s'ils sont rebelles, à briser leur carrière. Le cas de Bignan que vous avez vu, son cas aussi, il a été pris de Ouaza, et puis, après les enquêtes, parce que c'est après les enquêtes, après son Ouaza relevé, qu'on l'a ramené pour dire qu'il n'était pour rien, et puis il avait des dossiers. Les aînés étouffent les dossiers. Et on l'a ramené où? Dans un arrondissement dont est originaire son ancien chef, où il était à l'extrême nord. Boko Haram est parmi nous. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc je voudrais que ceux qui nous dirigent comprennent cela. Qu'à la longue, il y a un découragement dans le commandement territorial, notamment dans la population des administrateurs civils, où nous ne voulons plus aller là-bas. Très peu veulent encore aller là-bas. Parce que les aînés font un mauvais travail. D'accord. Si vous tenez seulement les gouverneurs qu'il y a actuellement, tous sont déjà des retraités. Tous sont des retraités, c'est des gens qui prient au quotidien que Biya ne sorte jamais un gouvernement, ne sorte jamais un décret pour les nettoyer. Vous comprenez? Donc, ils sont dans un vent d'enrichissement effréné. Comme vous avez dit, d'ailleurs, tout fonctionnaire le sait, il y en a ici. Et nous l'apprenons à l'école. Si vous avez un patron le plus à craindre, c'est celui qui est proche de la retraite. Ou celui qui est déjà retraité. Parce qu'il rempile, il emmagasine, il s'enrichit de manière effrénée pour faire se constituer un butin de repos. Vous comprenez? Et ils sont tellement prêts à briser des carrières parce que c'est des gens extrêmement méchants. Voilà donc le cas de Nariki que je pose aujourd'hui. Pour dire aussi que Nariki était... je crois qu'il a dû être neutralisé. Nariki que je connais a dû être neutralisé. C'est-à-dire que être d'abord mis dans l'incapacité de pouvoir se mouvoir dans sa propre maison pour sauver sa famille. Oui. Vous comprenez ce que je dis? Parce que quand vous regardez
la scène telle que c'est parti, j'ai des difficultés à le comprendre. Parce que Nari qui a un port d'armes. Naturellement. Il a un port d'armes. Oui. Et je crois qu'on avait les anciens, c'est-à-dire on nous donnait des Tokarev. Dans le temps, c'est des Tokarev, c'est une arme russe. De toutes les façons, très efficace, vous comprenez? Et de nous, il a été l'un des meilleurs quand même dans des opérations d'intervention ou de sauvetage. Et puis, il est aguerri aux normes de sauvetage, donc par exemple d'assistance en cas de feu, en cas de danger, en cas de ceci, en cas de cela. Donc, il était suffisamment aguerri. Ça aurait été peut-être un autre, que j'aurais peut-être eu un autre discours. Il n'est pas âgé, vous comprenez? 44 ans. Il a 44 ans. 44 ans. Donc, il aurait été bien neutralisé afin de ne même pas pouvoir secourir. Donc, on l'a neutralisé. Sa radio, oui. rien. Et le feu a été mis dans tous les compartiments de la maison après l'avoir neutralisé. En même temps. En même temps. C'est pour ça que j'ai dit que si c'était un départ de feu d'une pièce, il avait le temps de pouvoir se mouvoir. Je veux même l'hypothèse du fait que, je veux m'aller dans l'hypothèse du fait que il a, il avait un sommeil profond. Mais sa femme, mais son épouse voilà, son épouse est partie mourir à l'hôpital. Vous comprenez? On aurait même pu le réveiller. Et lui dit, chef, notre maison est en train de partir. Vous voyez? Donc je voudrais sensibiliser les services d'intelligence les cris des enfants, et surtout ceux qui sont dans cette mafia des ressources du pays, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes de complicité avec les Boko Haram, que ce soit en termes de complicité avec les gens qui sortent nos ressources de manière illégale du pays, c'est-à-dire l'or, comme vous en avez parlé, parce que c'est généralement le cas. Quand vous êtes un empêcheur de tourner en rond, voilà le sort qui vous est réservé. D'accord. Je n'aurais pas souhaité que cela arrive, mais c'est ce qui arrive. Vous allez parler tout à l'heure. Bonjour à tous les panélistes. C'est dans votre plateau que j'apprends cette tragédie qui me déchire. Ma question est adressée aux professeurs qui ont toujours rassuré que l'État est debout. Comment expliquer la présence de nos forces de l'ordre avec une grande efficacité quand il s'agit de prévenir les dérives des opposants, mais quand il s'agit d'anticiper sur la sécurité des compatriotes ou des autorités, les forces de l'ordre sont aux abonnés absents. Bonjour Monsieur Zé, bonjour à tous les invités. Monsieur Zé, la criminalité devient récurrente dans notre pays. Qu'est-ce qu'on dit dans la Bible? Qu'est-ce qu'on dit? Le diable qui a tué son oncle est coupé, vendre et manger par ce diable. Est-ce que c'est un acte criminel? Alors que le professeur Angandoura du RDPC informe notre président de ce pays, il faut que vous informiez le président du pays que le pays va mal. Bonjour à tout le panel. Le patriotisme a bâclé la porte dans ce pays, tant pour des coordonnateurs du système qui gèrent ce pays que pour les acteurs du bas peuple qui se sentent de plus en plus abusés. Aujourd'hui, nous épiloguons pour un sous-préfet, demain ce sera un baron de l'État, d'où l'urgence d'arrêter la récréation qui nous engouffre de plus en plus. Bonjour Info TV, bravo pour les sujets, je soutiens les positions de M. Elimbi Lobé en ce qui concerne les unités des sapeurs-pompiers. La ville d'Edea n'a pas un poste de sapeur-pompier. Très pertinent et vrai, les dénonciations de M. l'administrateur Valère Bessala. Merci, bonne émission. M. Kak du côté de Yaoundé. Monsieur le modérateur, de nos jours, la police, la gendarmerie, les pompiers n'ont pas de véhicules d'intervention, pas de talkie-walkies, etc. Les caisses, dit-on, sont vides. Ce serait quand même grave si on dit que nos véhicules, on n'a plus de véhicules d'intervention. C'est nos paroles et nos actes qui peuvent nourrir le vivre ensemble. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur les richesses du pays, faire bénéficier vos proches et amis en délaissant le peuple qui vous a donné le mandat de le représenter, croupir dans la misère. Vous vendez les richesses nationales et vous partagez avec la France. Vous accumulez une fortune que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez même pas le montant. C'est si simple que ça. Et si un leader veut installer le vivre ensemble, il le fera. Monsieur So, Yaoundé Simbok, Jean-Jacques, il n'y a pas des autorités administratives qui sont en insécurité dans le département du Faro et Léo, mais tous les fonctionnaires à Galim-Tinière, à Mayo, Baléo, à Concha, c'est l'insécurité permanente pour tous les fonctionnaires. Déjà l'état de route calamiteux qui ne permet pas une mobilité facile des forces de défense et de sécurité en cas de problème, l'absence de connexion et l'enclavement. Et depuis l'élection présidentielle, il y a un repli identitaire de la part des populations autochtones de toutes ces localités, considérant les fonctionnaires comme des occupants. Et puis pour l'exploitation minière dans tout le Faro et
Deo. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que je me retrouve encore? Oui. Et puis avec l'exploitation minière dans tout le Faro et Deo, l'autorité administrative ne joue pas franc jeu, les Chinois les corrompant, la population se révoltant. Il y a un cas similaire à Samé Lekti dans l'arrondissement de Mayo-Baléo où les autorités administratives et municipales et traditionnelles se font plein les poches. Mohamed Abbassi, depuis Tignière, merci à vous. Je suis chaque fois, moi par exemple, qui suis diplômé et formé, mais sans emploi ni aide. Si un jour je deviens criminel, ce sera la faute du gouvernement. Alors mon frère ne devient pas criminel. C'est toi qu'on va condamner si jamais tu es pris en... Voilà les audios qui sont multiples, les vidéos également qui nous viennent de ce côté-là. Bonsoir Jean-Jacques. Bien vouloir demander à M. Ounangini de cesser de manipuler son téléphone. Je crois qu'il a compris. Merci. Pelena Molu Seydou depuis Garoua. Le panel, bonjour. Dernièrement, un homme dit de Dieu a invoqué le règne du diable dans notre pays. Beaucoup en ont applaudi. Quand on dessine le diable sur le mur, il entre dans la maison. Maître Edimbi, du côté de Monatélé. Merci Maître pour cette intervention. Bonjour. On prend un dernier message. J'aimerais parler au professeur. Monsieur le professeur, veuillez accepter mes excuses. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Accepter mes excuses pour cette intervention. Mais je me permets respectueusement de vous suggérer de bien vouloir... voilà, il parle encore du téléphone. C'est dit poliment, c'est fait. Dimanche, les sous-préfets doivent aussi protéger les populations pour que ces populations les protègent. S'ils ont un problème, mais si les populations ont une mauvaise idée ça donne ce qu'on voit là. Voilà le directeur du port qui travaille pour le bien du pays et il est protégé à l'unanimité par la majorité de la population. Justin, depuis Douala, on ne lira pas tous ces messages. Je crois qu'on a fait le tour. Tous les aspects ont été évoqués autour de cette question, mais vous avez suivi le gouverneur. On attend les résultats des enquêtes qui vont être menées, qui sont déjà ouvertes. Oui, sur laquelle peut-être on pourrait insister dans les prochains jours, c'est la question des ressources nationales. Parce que on dit souvent que lorsque vous tombez, ne regardez pas le lieu de chute. Vous voyez où vous avez trébuché. Il y a une pagaille incroyable dans l'exploitation des ressources au Cameroun. Incroyable. Quand vous prenez, moi j'étais un peu partout dans les régions où on produit de l'or. C'est une affaire où chacun se débrouille. Chacun entre dans l'eau avec un tamis, d'autres avec... On creuse partout. Et à côté de ça, pratiquement, tous ceux qui sont de cette région-là ont chacun un petit permis qui le louent, ou à des Chinois, ou à des Israéliens. C'est-à-dire les gens ont des permis, mais eux-mêmes n'exploitent pas. Ils n'exploitent pas. Ils sous-traitent le permis. Le permis. Et ça crée, au fur et à mesure que le temps passe, c'est des zones d'insécurité permanente. Absolument. Permanente. Je crois que Dallaire a résumé ça. Le gendarme est devenu le voleur. Et généralement, on regarde les images sur les réseaux sociaux, on en rit. Les affrontements entre les populations, les Chinois, non, on dit qu'elle n'a pas fait le karaté ou autre, mais la question est beaucoup plus profonde mais là donc, que cela. Ceux qui délivrent, quelle est la politique des ressources au Cameroun? Quelle est la ressource de l'exploitation des ressources au Cameroun? Demande au professeur. Je crois Magba, c'est au Cameroun. Oui. La pierre verte. C'est à côté du Noun. La pierre verte de Magba, on la retrouve en Indonésie, sur les marchés indonésiens. Il y a quelques années, c'était à peu près à 10 milliards. Ça sort du Cameroun. Mais quand vous arrivez à Magba, les gens habitent dans des petites niches. C'est 10 milliards. On suit, on trace, parce que quand ça sort, ils ont des techniques avec ceux qui font dans le commerce international. Et vous avez l'or, Betaroya, Kambele, Biti, il y a de l'or partout. On ne trahira pas un secret, Joseph Maron. Nous sommes en train de travailler justement sur une thématique relative à cette question d'or. Oui. Vous le savez bien. Donc je pense qu'il faut absolument, c'est pour ça, je répète, nous ne venons pas ici le dimanche pour jouer. Nous disons que ça ne va pas. D'accord. Il faut organiser les ressources du pays. On ne peut pas comprendre que des gens exploitent le diamant du pays, exploitent l'or du pays, exploitent toutes les ressources stratégiques du pays, et le pays est pauvre.
Un véritable paradoxe. C'est même quoi Merci cette José histoire Marie. des Chinois On va qui saluer, sont on va saluer partout nos dans les partenaires régions aurifères, et annonceurs et on se c'est quoi retrouve cette derrière. histoire de